Merci de votre présence. Je me présente, Monsieur Monnier Alain. Je suis doctorant en histoire contemporaine. J'espère que le micro ne va pas s'arrêter. Je suis doctorant en histoire contemporaine sous la direction de Monsieur Gilles Ferragut. Alors que si vous avez un succès parmi vos étudiants. Donc je travaille sous sa direction sur un sujet en lien avec le Liban et tout particulièrement sur le Hezbollah libanais. Donc ça va être notre sujet pour cette conférence, notre sujet d'étude. Donc le thème général de notre conférence s'intitule l'islamisme contemporain dans les sociétés pluralistes. Vous m'entendez bien comme ça? Oui. Très bien. Moyen? Ok. Je vais le mettre au milieu. Voilà. Et donc pour étudier ce thème consacré à l'islamisme contemporain dans les sociétés pluralistes, nous allons étudier un cas particulier, c'est celui du Hezbollah au Liban. Notre conférence va aborder un thème qui s'étale sur 40 ans, donc de 1982, un peu avant, jusqu'à aujourd'hui. À la fin de la séance, on fera un petit point sur la situation actuelle au Liban. Donc, ce qui nous permet d'étudier le Hezbollah sur 40 ans, depuis sa naissance. Donc, avant de commencer, quelques éléments d'introduction. Donc, pour étudier ce sujet, il faut d'abord définir certains termes. Le Hezbollah est une organisation islamiste chiite. Donc d'abord, nous allons définir ces différents termes pour que on puisse comprendre en profondeur de quoi il s'agit concrètement. Donc tout d'abord, une organisation islamiste, on va définir ce que c'est que l'islamisme. Donc évidemment, il faut différencier l'islam de l'islamisme. L'islam est une religion monothéiste, comme le christianisme, le judaïsme. On dit souvent qu'il s'agit des religions du livre, tandis que, donc, avec ses cultes, son dogme, sa doctrine, tandis que l'islamisme est une idéologie politique, un projet politique qui prône l'établissement d'un État islamique, dans le sens où la loi islamique, la charia, doit diriger, doit organiser la société, et que les lois du Parlement ou de l'État en règle générale doivent être des lois islamiques. Donc, l'islamisme, c'est un projet politique, une idéologie. Bien sûr, il y a des variantes. On a des organisations qui prônent ce projet à travers la violence, comme Daesh ou comme Al-Qaïda. D'autres vont chercher à convaincre, plutôt être plutôt passifs, vont adopter des méthodes plutôt démocratiques. Donc je pense là un peu aux frères musulmans. Donc il y a différentes variantes d'islamisme, mais ce qui définit l'islamisme, c'est qu'il s'agit d'une idéologie politique. Ensuite, on va différencier deux types d'islamisme. Le Hezbollah est une organisation islamiste chiite. Donc rapidement, on va expliquer. Je m'attendais à ça. Désolé, excusez-moi. Il m'a donné des piles à changer. Heureusement qu'il l'a fait. C'est bon. Voilà, c'est réglé. Donc, dans l'islamisme, on a des organisations sunnites et des organisations chiites. Le Hezbollah est chiite. Donc, rapidement, la différence entre les deux. Donc, il faut remonter à la mort du prophète Mohammed, le prophète de l'islam.
En 632, au 7e siècle, Mahomet, depuis qu'il a quitté la Mecque, Mohamed, on va dire Mohamed, depuis qu'il a quitté la Mecque pour aller à Médine, donc l'Hégire, il n'est plus seulement un messager, le porteur d'un message, mais aussi un leader politique et un chef militaire. Du coup, la question de sa succession, donc il meurt 10 ans après l'Hégire, la question de sa succession va se poser dès sa mort. Qui va diriger la Oumma, donc la communauté des croyants, après sa mort? En gros, qui va être le leader politico-militaire des musulmans. Ce qui rend la tâche encore plus difficile, c'est qu'en fait, Mohamed n'avait pas de fils. Donc si on veut suivre une logique héréditaire, Mahomet n'a pas laissé de successeur héréditaire. Alors, deux versions vont s'opposer. Le sunnisme considère que Mahomet n'a pas désigné un successeur et que cette tâche revient aux compagnons du prophète, aux grands compagnons du prophète, aux notables de la communauté des croyants. Et ça va être les 4 premiers califes, très respectés dans le sunnisme, qui vont succéder à Mahomet. Donc c'est Abu Bakr, le premier, ensuite c'est Omar ibn al-Khattab, ensuite c'est Osman, et ensuite c'est Ali ibn Abi Talib. Donc ces 4 califes sont très respectés dans le sunnisme, mais dans le sunnisme, le califat, là, dans le sens de la succession du prophète, est une question temporelle, et non pas une question spirituelle. Elle n'est pas de l'ordre du divin. Une autre version s'oppose à celle-ci, c'est celle du chiisme. Les chiismes considèrent que le prophète de l'islam a bel et bien désigné un successeur par ordre divin. Donc là, la succession du prophète est d'ordre divin. Et de toute façon, dans le chiisme, le pouvoir politique est d'ordre divin. Donc, du coup, le prophète aurait bel et bien désigné un successeur. Il s'agirait de son cousin et de son gendre, Ali. Donc Ali, ici, en arabe. Ali a fini par avoir le pouvoir en 4e position. Mais pour le chiisme, il s'agit du successeur direct du prophète. En fait, les 3 premiers sont des usurpateurs pour les chiites. Ils se sont retournés contre la volonté de Dieu et de son prophète. Donc, et les chiites croient en une succession de 12 imams, parce qu'ils parlent d'imams et non pas de califes. De 12 imams. Le premier est Ali, et ensuite c'est ses fils et ses petits-fils, l'un après l'autre, qui sont considérés comme des successeurs légitimes de droit divin après la mort de Mahomet. Le tout dernier que vous voyez avec le visage illuminé, c'est le 12e imam, et il est considéré par les chiites comme le Messie, qui reviendra à la fin des temps. En fait, il est né au 9e, il a vécu au 9e siècle, et il aurait disparu, été plus occulté par Dieu, et qu'il réapparaîtra à la fin des temps pour instaurer avec Jésus la justice sur terre, etc. Donc ça, c'est les croyances chiites. Les sunnites croient en ce Messie, qui s'appelle le Mahdi, dans l'islam, mais il ne s'agit pas de ce personnage qui a vécu il y a 1000 ans, mais d'un personnage qui naîtra à la fin des temps. Voilà, donc ça c'est grosso modo la différence entre le sunnisme et le chiite. Le Hezbollah est une organisation islamiste chiite. Maintenant, on va dire quelques mots sur le Liban, puisqu'il s'agit du pays dans lequel le Hezbollah est né, dans lequel il opère. Le Liban, dans ses frontières actuelles, qu'on appelle le Grand Liban, est né en 1920. À cette époque, les Français et les Britanniques ont pris le contrôle de la zone du Proche-Orient et du Moyen-Orient, et l'Empire ottoman s'est retiré. Et du coup, durant cette période, ils ont dessiné les frontières de cette région. Et c'est à ce moment-là, en 1920, que le Liban, avec ses frontières actuelles, est apparu. Il s'agit d'un petit pays de près de 10 500 km². C'est un pays multiconfessionnel, on va y revenir. Le Liban a eu son indépendance, donc il est resté sous mandat français jusqu'en 1943, et finalement il a eu son indépendance durant la Deuxième Guerre mondiale, en 1943.
La particularité du Liban, alors ça peut être quelque chose d'enrichissant pour un pays, mais ça peut aussi poser des problèmes. Et là, pour le cas libanais, ça pose vraiment de grosses difficultés. C'est qu'il est composé de 18 communautés. Si on compte les communautés religieuses et les branches des différentes communautés, on arrive à 18 communautés. Et si on fait un clivage entre chrétiens et musulmans, il y a une divergence sur l'identité du pays. C'est-à-dire que les chrétiens, depuis 1920, défendent, en général, majoritairement, une identité spécifique du Liban. C'est-à-dire que le Liban serait l'héritier de la Phénicie antique. Il serait plutôt un pays occidental qu'un pays oriental. Donc ils défendent une identité spécifique du Liban par rapport à ses voisins arabes. Tandis que les musulmans ont généralement défendu l'arabité du Liban. Donc, ils considèrent que l'identité du Liban est la même que les pays à proximité, les pays voisins, c'est-à-dire la Syrie, la Jordanie, l'Irak. Donc c'est un pays totalement arabe. Donc il y a un clivage identitaire déjà dès le début, et ce clivage va s'accentuer, va poser des problèmes, et va même mener à la guerre civile. Pourquoi il mène à la guerre civile? Tout simplement parce que dès les années 70, l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, s'installe au Liban et se renforce. C'est une organisation militaire. Ce qui inquiète les chrétiens, puisque les Palestiniens sont majoritairement musulmans. Et en plus de ça, l'OLP va mener des attaques contre Israël à partir des territoires libanais, donc à partir du sud Liban. Ce qui va mener à des représailles de la part d'Israël. Les choses vont progressivement devenir de plus en plus dures, et les tensions vont s'amplifier, jusqu'au jour où la guerre civile va éclater en 1975. Il s'agit d'une guerre qui va durer 15 ans, qui va déchirer le pays. Les musulmans vont plutôt se positionner du côté des Palestiniens, et les chrétiens vont combattre, et ils vont considérer qu'il s'agit d'un combat existentiel. Ils auront même tendance, de temps à autre, à se rallier à Israël. Donc là, on a une carte du partage communautaire sur le plan territorial. Donc vous pouvez regarder. Et comme c'est sans fil, je peux me déplacer. Donc, au sud Liban, donc cette couleur-là en vert pas très foncé entre les deux, donc ce vert-là, c'est les chiites. Donc ce qui nous intéresse pour aujourd'hui, c'est les chiites. Donc le sud Liban est à majorité chiite. Vous avez tout en haut ce qu'on appelle la Bekaa, la vallée de la Bekaa. Donc c'est le nord-est du Liban. Donc c'est aussi une zone majoritairement chiite, même s'il y a des chrétiens. Et vous avez Beyrouth, donc la capitale, et surtout la banlieue sud de Beyrouth. Hein, on entend parler dans les médias de la banlieue sud de Beyrouth, puisqu'il s'agit d'un fief du Hezbollah. Donc elle est à majorité chiite. Donc 3 zones à retenir comme ça. Le sud Liban, la banlieue sud de Beyrouth et la Bekaa. Ensuite, bien sûr, vous avez le partage des autres communautés. Donc à retenir, par exemple, pour les chrétiens, vous les verrez plutôt sur le littoral et le mont Liban, parce que là c'est une chaîne de montagnes. Okay. Tout en haut, vous avez une zone à majorité sunnite au nord. Donc cette guerre civile qui va prendre fin en 1990 sera mouvementée, puisque durant cette guerre, la Syrie, l'armée syrienne va rentrer au Liban en 1976, donc un an après la guerre civile, sous prétexte de vouloir mettre fin à la guerre civile, mais elle ne mettra pas fin à la guerre civile. Excusez-moi, les Druzes là, que vous évoquez sur la carte, ça correspond à quoi les Druzes? Alors les Druzes. Les Druzes, c'est une branche, parce que j'essaie de simplifier parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Les Druzes, c'est une branche du chiisme ismaélite. Mais en gros, ils sont aujourd'hui comme une religion à part. Hein, beaucoup considèrent qu'il ne s'agit pas vraiment de musulmans. Hein, il s'agit peut-être d'une religion qui ressent un peu de l'islam. Parce qu'ils ont leurs propres lois,
Ils ont leur propre livre sacré. Voilà. C'est une minorité au Liban aujourd'hui de 5%. Voilà. Mais ils sont quand même puissants sur le plan politique, parce qu'ils ont un leader qui s'appelle Walid Jumblat, qui a de bonnes positions politiques, assez fortes. Donc, et en 1982, Israël va envahir le Liban. Donc tout ça, c'est durant la guerre civile, en 1982, sous prétexte de vouloir expulser l'OLP, qui fait des opérations à partir du sud du Liban. Donc voilà ce qu'on peut dire en règle générale sur le Liban. Donc c'est un pays très fragile et petit aussi, donc 10 500 km². Présentation rapide du Hezbollah. Le Hezbollah, en arabe, Hizb Allah. Hizb, ça veut dire parti, et Allah, ça veut dire Dieu. Donc le parti de Dieu. Hezbollah, ça veut dire le parti de Dieu. Il est né en 1982. On a dit qu'il s'agit d'une organisation islamiste chiite, concernant son identité. Concernant sa nature, il s'agit d'une organisation politico-militaire. C'est-à-dire que le Hezbollah fonctionne complètement comme un parti politique. Hein, il fait office de parti politique. On verra durant la conférence qu'il a ses députés au Parlement, il a même aujourd'hui ses ministres au gouvernement. Mais il a aussi, à côté de son action politique, il a une branche armée très puissante. Aujourd'hui, la branche armée du Hezbollah est vraisemblablement plus puissante que l'armée libanaise. Et pour être plus précis encore, j'ai envie de dire que la branche armée est née avant l'organe militaire, avant l'organe politique. C'est-à-dire qu'en 1982, il y a la résistance islamique qui est née, donc une milice pour combattre Israël, et ensuite, elle a été chapeautée par un organe politique. Voilà, donc ça c'est la spécificité du Hezbollah. Aujourd'hui, le Hezbollah est la première force politique au Liban, on va voir pourquoi. Vous avez le drapeau du Hezbollah, donc un drapeau jaune. Là, c'est le logo, donc il y a écrit Hezbollah avec la Kalachnikov en vert, voilà. Donc sur fond jaune, en bas en rouge, il y a écrit la résistance islamique au Liban. Et tout en haut en rouge, c'est un passage du Coran, un verset du Coran. Eh bien, le parti de Dieu sera parmi les victorieux. Donc voilà, ça c'est le drapeau du Hezbollah. Donc après ces quelques éléments d'introduction, on va poser notre problématique pour poser le cadre, le fil conducteur de la séance. Donc la problématique, on va se demander comment le Hezbollah, en tant que mouvement islamiste djihadiste, réussit-il à s'imposer sur l'échiquier politique dans un pays multiconfessionnel comme le Liban. Alors j'entends par le mot djihadiste, je vais le définir rapidement parce que c'est la première fois que je l'utilise, djihadiste dans le sens de prôner le combat armé au nom de la religion. En tout cas, la religion est un moteur important dans son action armée. Donc c'est de cette manière-là qu'on peut définir une organisation djihadiste. Donc comment un parti islamiste comme ça a pu gagner autant sur la scène politique libanaise alors qu'il s'agit d'un pays pluraliste et multiconfessionnel. Donc pour étudier, pour répondre à cette question, nous allons ensemble revoir l'histoire du Hezbollah, comment il a émergé et comment il a pu arriver à ce qu'il est aujourd'hui. Donc là, on a une photographie qui date de 2006. C'est lors d'un meeting après la fin de la guerre entre Israël et le Hezbollah. Il y a eu une guerre, on va l'évoquer. Et après cette guerre, le Hezbollah a organisé un meeting pour crier victoire, pour dire qu'il a gagné la guerre. Il réussit à rassembler un nombre important de sympathisants ce jour-là. Donc ça montre quand même la popularité de cette organisation. Le monsieur que vous voyez avec le turban noir, il faudra s'habituer à le voir, puisque c'est le secrétaire général du Hezbollah. Donc c'est Hassan Nasrallah. Hassan Nasrallah qui est aujourd'hui secrétaire général de ce parti depuis 40 ans. Première partie, donc, l'émergence de l'islamisme djihadiste chiite au pays du Sahel. Donc, pour comprendre comment cette organisation a pu émerger au Liban, il faut dire quelques mots sur l'Irak. Effectivement, l'Irak, c'est un point important, étant donné que c'est dans ce pays que siège
la grande partie du clergé chiite. Effectivement, les chiites, contrairement aux sunnites, sont organisés, disposent d'un clergé, un clergé hiérarchisé, c'est-à-dire que vous avez les clercs ordinaires, comme Hassan Nasrallah, qui met le turban et l'uniforme du clerc. C'est quelqu'un qui a fait 2, 3 ans, 4 ans d'études. Ensuite, vous avez les ayatollahs, c'est des grands savants. Et ensuite, vous avez les grands ayatollahs, les marjas. Les marjas, c'est-à-dire les référents religieux. Et eux, c'est l'équivalent, si vous voulez, du pape dans la chrétienté. Donc les fidèles chiites doivent revenir aux marjas, aux grands ayatollahs, pour connaître les règles de leur religion, prendre des fatwas, etc. Donc le siège de ce clergé se trouve en Irak, et tout particulièrement à Najaf. Najaf est le centre théologique du chiisme. Pas seulement Najaf, on a en Iran aussi, à Qom, mais on va parler de Najaf. Traditionnellement, c'est le centre du clergé chiite. Et c'est là-bas où les étudiants vont aller faire leurs études. Et il faut savoir que traditionnellement, le clergé ne s'occupe pas de la politique. Il est très quiétiste et considère que durant l'occultation du 12e imam, l'imam que vous avez vu, le dernier, dans l'iconographie, eh bien, la religion est séparée de la politique. Il faut attendre la fin des temps pour que l'imam reprenne le flambeau et, voilà, et mène les gens politiquement vers la justice. Mais pendant ce temps-là, les religieux, les clercs ne doivent pas s'occuper de la politique, mais sauf de manière exceptionnelle si l'islam est en danger ou que la communauté chiite est en danger. Mais généralement, c'est pas le religieux qui doit s'occuper de la politique. Mais un clerc en particulier va se démarquer dans les années 60. Il s'agit de Mohammad Baqir el-Sadr, que vous voyez ici. Donc Mohammad Baqir el-Sadr est un grand ayatollah qui va défendre l'idée que les fidèles, les croyants, doivent s'occuper de la politique. Et que on est dans les années 60, l'Irak, le parti communiste connaît un essor important en Irak, et l'athéisme aussi. Du coup, Mohammad Baqir el-Sadr considère qu'il est du devoir des croyants de défendre l'islam dans le cercle politique. Et que les religieux, les hommes religieux, les clercs, ont aussi ce devoir de faire face à l'athéisme qui se propage en Irak. Alors ça va pas seulement être de la théorie. Mohammad Baqir el-Sadr va écrire des livres. Il a un livre qui est traduit en français, vous pouvez le trouver même sur Amazon, Notre économie. Donc il essaie de donner un modèle économique alternatif face au modèle capitaliste et au modèle communiste. Il a aussi un livre qui s'appelle Notre philosophie, traduit aussi en français, qui essaye de critiquer le communisme et le libéralisme et défendre une philosophie islamique. Donc, on est dans le modèle de société, un islamisme, il prône un islamisme en partant de un modèle de société en partant de la religion. Il va même bâtir ou fonder un parti politique. Donc, c'est le premier parti islamiste chiite qui va naître en 1957, qui s'appelle le parti Ad-Dawa, c'est-à-dire le parti de la paix. C'est le premier parti islamiste chiite qui apparaît. Donc, c'est en 1957. Durant cette période, donc les étudiants venus de l'étranger, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui veulent devenir des clercs, donc ils viennent du Liban, de Syrie, de Bahreïn, de Pakistan, d'Iran, pour faire leurs études à Najaf. Et dans les années 70, on a un jeune homme qui s'appelle Hassan Nasrallah, actuellement le secrétaire général du Hezbollah. Vous voulez que j'écris mais j'ai pas de feutre. J'ai pas de feutre. Je vais essayer de l'écrire. Non, mais il n'y a pas de feutre en fait. Il n'y a pas de feutre. Comment? Nasrallah. Donc Hassan déjà c'est H-A, 2-S-A-N. Et Nasrallah c'est N-A-S-R-A-2-L-A-H.
Donc, Hassan Nasrallah, en 1975, donc, quand débute la guerre civile, il habite à Beyrouth. Et il doit quitter Beyrouth puisqu'il habite dans un quartier multiconfessionnel, à majorité chrétienne. Il y a une majorité de chrétiens. Son père avait une épicerie. Et donc, il quitte Beyrouth pour partir au sud du Liban, près de Tyr, une ville du sud du Liban. Et donc, en 1976, il décide d'aller faire ses études en Irak, à Najaf, de continuer ses études à Najaf pour devenir un clerc. Donc, il arrive voilà. Donc, il arrive à Najaf en 1976 et il a avec lui des lettres de recommandation. Donc, il y a des clercs libanais qui ont fait des lettres de recommandation pour Mohamed Bakr al-Sadr. Et donc, quand il arrive à Najaf, il demande à voir Mohamed Bakr al-Sadr. Et on lui dit d'aller voir un monsieur qui s'appelle Abbas al-Moussaoui. J'aurais dû ramener mon feutre, j'ai pas de feutre. Abbas al-Moussaoui. Alors, Abbas, A-2-B-A-S. Abbas, c'est le prénom. Moussaoui, M-O-U-S-A-W-I. M-O-U-S-A-W-I. Abbas al-Moussaoui, c'est des personnages importants parce que ça va être le deuxième secrétaire général du Hezbollah, comme on va le voir. Donc Abbas al-Moussaoui, il est en Irak depuis quelques années, il fait ses études chez Mohamed Bakr al-Sadr. Hassan Nasrallah fait sa rencontre, il le prend au début pour un Irakien, parce qu'il est très brun, donc il le prend pour un Irakien, et il découvre qu'il s'agit d'un Libanais, originaire de la Bekaa. Donc Abbas al-Moussaoui va le ramener au domicile de Mohamed Bakr al-Sadr. Et donc à partir de là, Hassan Nasrallah fait sa rencontre avec Mohamed Bakr al-Sadr. Mohamed Bakr al-Sadr va lui donner une bourse d'études, un logement, et va demander à Abbas al-Moussaoui d'être son professeur pour qu'il puisse étudier le premier cycle, puisque les études théologiques sont composées de 3 cycles. Et donc Abbas al-Moussaoui va être son professeur de théologie. Mais les choses ne vont pas durer, puisque la répression des autorités irakiennes contre les étudiants venus d'étrangers va mener Hassan Nasrallah et Abbas al-Moussaoui à quitter à la va-vite l'Irak en 1978, donc 2 ans après. Ils repartent au Liban. Alors Mohamed Bakr al-Sadr va être condamné, il va être éliminé, il va être tué directement par Saddam Hussein en 1980. Donc il va lui tirer une balle dans la tête en 1980. Et donc Hassan Nasrallah, Abbas al-Moussaoui repartent au Liban en 1978. Et Abbas al-Moussaoui a l'idée de créer une école islamique, comme les écoles qu'il a pu voir à Najaf. Il s'est dit, voilà, pourquoi pas fonder une école islamique, et une école qui défend les idées de Mohamed Bakr al-Sadr, qui adopte les idées de Mohamed Bakr al-Sadr. Et Abbas al-Moussaoui décide de fonder cette école dans la zone de la Bekaa, puisqu'il n'y a pas d'école islamique. Il y en avait d'autres, à Beyrouth, dans le sud du Liban, mais à la Bekaa, il n'y avait pas d'école islamique. Donc il va fonder la première école islamique, comme vous pouvez le voir. Donc, déjà pour les photos, là c'est Hassan Nasrallah, là c'est Abbas al-Moussaoui. C'est une photo prise à Najaf. Là, c'est une photo de groupe dans l'école islamique dans la Bekaa. Elle est importante, cette école islamique, puisque c'est à partir de cette école que tout va commencer. C'est pour ça qu'on parle. Donc, au début, il loue un logement de 2 pièces, sans cuisine. Et ensuite, il va réussir à prendre les locaux d'une mosquée qui s'appelle la mosquée Imam Ali. Imam, I-M-A-M, espace Ali, A-L-I. Imam Ali, le nom du premier imam des chiites. Et donc, ça va être l'école, il va appeler cette école-là l'école du 2e imam, de l'école Mahdi. Mahdi, M-A-H-D-I. À partir de ce moment-là, donc, là, vous voyez ici aussi Hassan Nasrallah et Abbas al-Moussaoui, leur professeur, tout au fond.
Un an après la fondation de cette école, c'est la révolution islamique en Iran. Vous voyez que les événements vont s'enchaîner rapidement. L'ayatollah Khomeini, après 14 ans d'exil, revient en Iran. Il était en Irak pendant plusieurs années. Ensuite, il est venu en France. Il a passé 3-4 mois avant la victoire de la révolution. Donc, il retourne en Iran et le Shah, le roi, le Shah d'Iran, va quitter le pays. Et Khomeini va aller plus loin que Mohammad Bakr Assad. Donc, il considère que le clerc, le savant, l'ayatollah, n'a pas seulement le devoir de défendre l'islam dans le cercle politique, mais pour Khomeini, l'ayatollah Khomeini, il considère que l'ayatollah remplace, en fait, il est le suppléant de l'imam occulté. Donc il faut un guide politique pour les musulmans, et celui qui remplace le 12e imam durant son occultation, c'est les grands savants religieux. C'est eux qui doivent guider politiquement, c'est eux les leaders politiques des musulmans chiites en tout cas. Donc il va théoriser la théorie qui s'appelle Wilayat al-Faqih. Alors, Wilayat al-Faqih, je suis désolé, j'ai pas mis les feux. W-I-L-A-Y-A, donc Wilayat, W-I-L-A-Y-A, espace Faqih, donc F-A-Q-I-H, Wilayat Faqih. Donc la tutelle, en arabe, ça veut dire la tutelle ou la guidance du théologien. Ok ? Donc, sous le plan religieux, selon Khomeini, les chiites, les musulmans chiites, doivent suivre les directions du théologien. Et donc, il va imposer ça, ça va pas seulement être de la théorie. Donc, aujourd'hui, dans la République islamique, le guide suprême, c'est le Wilayat al-Faqih, c'est l'ayatollah Khamenei aujourd'hui. Alors, la révolution islamique, instaure une république islamique. Pendant ce temps-là, au Liban, les chiites sympathisent avec la révolution islamique, avec les idéaux de la révolution islamique. On a même des photos. Oui. Vous avez dit qu'il y avait un leader politique là qui était l'ayatollah iranien. Oui. Mais c'est pour l'Iran, c'est mondial ou il y avoir plusieurs parallèles. Les adeptes. C'est discutable dans le cercle théologique chiite, mais pour le Hezbollah, il y a un seul guide. On ne peut pas avoir plusieurs imams ou plusieurs guides ou plusieurs leaders. On a besoin d'un seul guide. Donc, comme aujourd'hui l'État islamique c'est l'Iran, le guide de cet État c'est l'Iran, donc il est le guide des musulmans sous le plan théologique. Donc c'est une théorie qui est en tout cas adoptée par le Hezbollah, pas par tous les chiites. Cette photo que vous voyez, c'est une manifestation en soutien à la révolution islamique en Iran. C'est une manifestation dans la banlieue sud de Beyrouth, au Liban, avant même la victoire de la révolution. Donc c'est une photo prise en 1978. Et là, vous voyez le portrait de Khomeini. Le portrait de Khomeini et le portrait d'un autre savant. C'est un savant iranien qui s'appelle Moussa, M-O-U-2-S-A, Sadr, S-A-D-R. Donc Moussa Sadr est venu au Liban, il a essayé de défendre les droits de la communauté chiite, parce qu'il y a beaucoup de pauvreté dans la communauté chiite à cette époque-là, et sur le plan politique, ils sont un peu écartés par rapport aux autres communautés. Donc il a essayé de défendre leurs droits, et il a été kidnappé en Libye, il a été invité par Kadhafi, voilà, en août 78. Vous pouvez lire un article du Monde, l'appel des prophètes, en août. J'ai plus la date exacte, mais c'est en août 78. C'est un article du Monde qui s'appelle l'appel des prophètes. Et ça a été écrit par Moussa Sadr et où il défendait la révolte iranienne. Finalement, Kadhafi l'a invité et il a disparu. Jusqu'à un temps, c'est pas. Donc, tout est prêt. Maintenant, il faut l'événement déclencheur pour la naissance du Hezbollah. Donc, 1982, l'invasion israélienne du Liban. Alors, Israël décide de déclencher l'opération Paix en Galilée le 6 juin 1982.
L'objectif est d'expulser l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine. Le pays, je vous ai dit, il est en pleine guerre civile. L'OLP mène des attaques contre Israël depuis le sud du Liban. Israël décide d'envahir le pays et envahit la moitié du pays. Alors là aussi, les Libanais sont divisés. Donc certains vont soutenir l'OLP et d'autres vont soutenir Israël. Donc, la communauté chrétienne, les musulmans et les partis de gauche aussi vont soutenir l'OLP. Finalement, Israël, en 2 semaines, elle arrive à Beyrouth et l'OLP est expulsée. À ce moment-là, donc là, c'est vraiment important de le comprendre, c'est qu'à Beyrouth, il y a déjà des comités islamistes, des petits groupes, des groupuscules, qui opèrent dans la banlieue sud de Beyrouth et qui défendent les idéaux de la révolution islamique et qui considèrent que Khomeini est leur guide religieux, politico-religieux. C'est des petits groupes, hein, mais qui travaillent dans le domaine culturel, qui s'occupent des mosquées, qui essayent d'attirer les gens vers la religion, vers une pratique rigoriste de la religion. Ces groupuscules vont se regrouper dans la Beka, ils vont monter tout en haut dans la Beka, puisque c'est une zone qui n'est pas occupée par Israël, et vont rejoindre l'école d'Abbas al-Moussaoui, l'école qui s'est installée dans la mosquée à l'Imam Ali, dans la Beka. Et c'est à ce moment-là que le Hezbollah va commencer à apparaître. Donc, qu'est-ce qui se passe? Khomeini profite de l'occasion pour envoyer des passes d'Aran. Les passes d'Aran, on appelle aussi les gardiens de la révolution, c'est l'armée idéologique de l'Iran. Vous avez une armée régulière et vous avez une armée qui a été organisée, c'est l'armée idéologique. Okay, et elle peut opérer en dehors des frontières iraniennes. Donc, il y a eu un échange entre les autorités iraniennes et les autorités syriennes pour envoyer des passes d'Aran au Liban afin de soutenir la résistance contre l'invasion israélienne. Il faut savoir que la Syrie a essuyé une grosse défaite face à l'armée israélienne. Donc, il y a eu des combats réguliers entre 2 armées et que l'armée syrienne a essuyé une grosse défaite. Donc, la Syrie n'avait pas beaucoup de choix. Donc, elle a accepté l'arrivée des passes d'Aran. Et là, vous avez une photographie d'archives très rare que j'ai utilisée dans ma thèse. C'est les passes d'Aran, les premiers passes d'Aran arrivés en Syrie. Donc ça, c'est à Damas. Pour ceux qui sont déjà allés à Damas, il y a la vieille ville de Damas. Et dans la vieille ville de Damas, il y a un souk qui s'appelle Souk al-Hamidia. Souk al-Hamidia, c'est vraiment le souk traditionnel de Damas. Et là, ils sont en train de faire un défilé militaire dans ce souk. Vous voyez le drapeau iranien et les photographies de Khomeini normalement. Ouais. Donc ensuite, les passes d'Aran vont traverser la frontière pour arriver au Liban. Et c'est qui va les accueillir? Abbas al-Moussaoui et ses étudiants dans la mosquée à Baalbek, dans la Beka. Okay. Donc là, on voit dans cette photo en noir et blanc Abbas al-Moussaoui en uniforme militaire, avec il a l'air d'être enthousiasmé par l'arrivée des passes d'Aran au Liban. Et donc ils vont organiser le premier camp d'entraînement à Janta, Janta, G-A-N-T-A. C'est un village dans la Beka. Donc premier camp d'entraînement pour entraîner les chiites. Quelques mois après, donc le 25 octobre 1982, un comité de 9 personnes, une délégation de 9 personnes, issues des différents groupuscules islamistes que je vous ai dit, qui se sont regroupés dans la Beka, vont aller en Iran pour prêter allégeance à Khomeini. Donc ils ont un rendez-vous avec Khomeini, ils vont s'entretenir avec lui, ils vont lui prêter allégeance en tant que guide politico-militaire. Et ils disent que voilà, nous on veut au Liban organiser une résistance armée contre Israël pour libérer le Liban, aussi pour libérer la Palestine. Khomeini donne sa bénédiction à ce projet, et il leur promet de les soutenir, et il accepte d'être leur guide. Le Hezbollah est né en 1982, donc dans ces circonstances-là.
une relation très étroite va se constituer avec les Pasdaran. Les Pasdaran n'ont pas seulement pour objectif d'entraîner militairement les chiites, mais ils vont exporter avec eux les idéaux de la révolution islamique. Donc un islam rigoriste, l'idée d'établir un État islamique, le combat armé, le djihad, donc le martyr, le culte du martyr. Donc tous ces idéaux de la révolution islamique vont être exportés par les Pasdaran. Donc en fait, ils vont endoctriner ou instruire les combattants chiites. Donc ils ramènent avec eux toute une culture et toute une idéologie. Là, on a dans la photo d'en haut, donc c'est une photographie avec des officiers des Pasdaran, tout en haut. Ceux qui sont en vert, c'est des officiers des Pasdaran. Et là-bas, c'est Hassan Nasrallah et Abbas al-Moussaoui avec son fils. Ici, dans cette photo, c'est des dessinateurs du Hezbollah. Donc, pour vous montrer que les Pasdaran n'ont pas seulement entraîné militairement les chiites, ils ont exporté avec eux l'idéologie de la révolution islamique en Iran. Ces dessinateurs, ils sont assez âgés maintenant, ils étaient très jeunes en 1982, et ils nous racontent qu'ils ont participé à un concours de peinture. Et l'objectif du concours, c'était de dessiner le plus beau portrait de l'Ayatollah Khomeini. Donc, le culte de la personne présent en Iran donc, est exporté aussi au Liban de cette manière. Il faut savoir que les Pasdaran ont amené avec eux aussi des artistes, des chanteurs qui vont chanter des chants révolutionnaires. Tout ça, c'est des manières de communiquer et d'exporter avec eux leurs idées. De 1982 à 1995, le Hezbollah existe, mais il n'est pas déclaré officiellement. On entend parler d'un mouvement islamiste secret. Celui qui appartient au Hezbollah ne le dit pas forcément. Et de toute façon, le mot Hezbollah n'est pas vraiment né. Il faudra vraiment attendre 1985 pour que le Hezbollah naisse. Là, on a une photographie des enfants, enfin des petites filles, dans un minibus qui vont dans une manifestation à l'occasion de l'anniversaire de la révolution islamique en Iran. Donc pour vous dire que comment la jeunesse est encadrée dès son plus jeune âge pour leur inculquer les idéaux de la révolution islamique. Finalement, en 1985, le Hezbollah décide de se déclarer au grand public. Le 14 février 1995, le porte-parole 85, excusez-moi. Le porte-parole du Hezbollah, Ibrahim Amin, A-M-I-N. Donc Ibrahim Amin, c'est le porte-parole du Hezbollah, c'est un clerc aussi, va lire devant un public à Beyrouth, dans la banlieue sud de Beyrouth, son manifeste, donc le manifeste du Hezbollah. Donc dans ce manifeste, le Hezbollah se présente aux Libanais, et tout particulièrement à la communauté chiite, bien sûr. Et il affirme son identité islamiste, son attachement à la révolution islamique en Iran, son attachement à l'autorité de Khomeini, et son objectif de combattre Israël. Puisqu'Israël, en 1985, elle s'est retirée, mais elle a gardé le Sud-Liban. Le Sud-Liban est resté occupé par Israël. Donc l'objectif du Hezbollah dans le manifeste, c'est de libérer le Sud-Liban, mais aussi de libérer la Palestine. Alors, ce qu'on peut remarquer dans le manifeste, chose qui a changé aujourd'hui, c'est que il y a une hostilité vis-à-vis des États-Unis, mais aussi vis-à-vis de la France. C'est-à-dire que, alors pourquoi? Parce qu'à l'époque, l'Iran et la France avaient de mauvaises relations, puisqu'il y avait la guerre entre l'Iran et l'Irak, et l'Iran accusait la France d'armer Saddam Hussein. Voilà, donc il y avait des divergences sur ce sujet, et ça se traduit par des hostilités, et donc il y a eu des otages dans les années 80, des otages français pris par le Hezbollah. En tout cas, le Hezbollah est accusé d'avoir pris des otages durant les années 80, des otages français. Alors, moi, le passage que j'ai retenu dans ce manifeste, concernant l'établissement d'un État islamique, c'est, on nous dit dans le manifeste, permettre à tous les fils de notre peuple de déterminer leur avenir et de choisir en toute liberté la forme de gouvernement qu'ils désirent,
nous les invitons à opter pour le régime islamique, qui seul est apte à assurer la justice et la dignité de tous. Seul le régime islamique pourra empêcher toute nouvelle tentative d'infiltration impérialiste dans notre pays. Donc, effectivement, oui, il défend l'idée d'établir un État islamique au Liban, mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il s'agit d'une proposition. Donc, jamais le Hezbollah n'a cherché à imposer son projet au Liban. Il cherche à convaincre, il défend une idée, même si après il ne va plus en parler, vous allez voir. Mais il n'a jamais cherché à imposer son projet politique par la force, contrairement à d'autres organisations comme Daesh. À partir de 1995, le Hezbollah est visible. Son emblème est visible aussi, son drapeau. Là, on a un checkpoint dans la banlieue sud de Beyrouth. On a des défilés militaires. Alors, j'ai choisi ces photos puisque c'est des photos qui datent de l'époque, donc des photos d'archives. On a Hassan Nasrallah, c'est une photographie de 1985 à Beyrouth, qui vient présenter ses condoléances à une famille d'un martyr du Hezbollah. Donc c'est à Beyrouth même. Ici, on a un défilé militaire de femmes en tchador, à Beyrouth aussi. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que d'après la chercheuse Jaber Allah Jaber, H-A-L-A Jaber, J-A-B-E-R, elle considère que le tchador est une exportation venue d'Iran. C'est-à-dire qu'avant le Hezbollah, on n'avait pas de tchador au Liban. Le tchador n'existait pas. Même les plus pratiquants ne portaient pas le tchador, portaient le voile, mais jamais cette tenue-là. Donc c'est une exportation iranienne. Alors aujourd'hui, à l'heure actuelle, il n'y a plus de défilé de femmes, mais c'est dans 1985. Alors, à partir du moment où le Hezbollah cherche à s'installer, à s'affirmer sur l'échiquier politique libanais, eh bien, il va faire face à différents rivaux. C'est pour ça qu'il a attendu 1985. Il a attendu 1985 pour des raisons sécuritaires, puisqu'Israël était présente au Liban, mais aussi pour des raisons politiques, parce qu'il savait que dès lors qu'il chercherait à s'imposer sur l'échiquier politique, ça ne plairait pas à la Syrie. La Syrie, elle a accepté l'arrivée des passes d'Aran, parce que déjà elle n'avait pas le choix, et parce qu'elle avait besoin de combattants islamistes pour mener le combat contre Israël. Mais elle ne peut pas accepter l'émergence d'une influence iranienne au Liban. La Syrie veut garder son hégémonie sur la scène politique libanaise et sur la communauté chiite. Et à l'époque, c'est le mouvement Amal, un mouvement chiite pro-syrien qui représente les chiites au Liban. Donc la Syrie a une hégémonie sur la communauté chiite à travers le mouvement Amal. Et l'arrivée du Hezbollah, c'est une influence iranienne, et la Syrie ne veut pas partager son influence avec l'Iran. On a un chercheur iranien, un politologue de l'université de Téhéran, qui dit « Le régime syrien bassiste, laïque, avait de véritables problèmes avec les islamistes sunnites dans son pays. Cependant, suite à l'occupation israélienne de près de la moitié du Liban, le régime syrien a ouvert la porte aux forces islamistes chiites et sunnites pour résister à l'occupation israélienne. Mais suite au retrait israélien et à la faible influence d'Israël sur le gouvernement libanais, la stratégie syrienne consistait à combattre toute forme d'extrémisme religieux. Il faut savoir que le régime des Assad, donc à l'époque c'était Hafez el-Assad, le père de Bachar el-Assad, sont très réticents vis-à-vis des islamistes, parce qu'ils ont eux-mêmes des frères musulmans en Syrie. Les frères musulmans ont essayé de se soulever en 1982, et le régime syrien a répliqué avec terreur et a tué des milliers de personnes dans la ville de Hama. Donc il y a une opposition islamiste déjà présente en Syrie, sunnite, et déjà il est déjà réticent vis-à-vis de l'islamisme. C'est une raison de plus pour expliquer la rivalité qui va s'installer entre le Hezbollah et la Syrie.
Il va y avoir des petits problèmes dès 1985 entre l'armée syrienne et le Hezbollah, jusqu'au jour où eh bien, l'armée syrienne décide d'entrer dans une caserne du Hezbollah à Beyrouth en 1987, en février 1987, et elle va, il y avait 23 militants du Hezbollah qui étaient dans la salle de prière. Elle va les coller au mur et les tuer un à un, à coup de balle dans la tête. Donc l'événement est suivi comme une humiliation, comme un événement dramatique, mais le Hezbollah fait preuve de pragmatisme et choisit de ne pas répliquer militairement. Il est conscient que l'armée syrienne a la capacité d'éradiquer le Hezbollah à ce moment-là. Donc ils vont avoir un discours très virulent vis-à-vis de la Syrie. Ils vont demander le jugement et même que le jugement des coupables et que les coupables soient pendus. Mais bon, ça ne va pas aller aussi loin. Le Hezbollah va en profiter lors des funérailles de ces 23 combattants, militants du Hezbollah, pour montrer sa popularité. Donc il va organiser la plus grande manifestation de son histoire à l'époque. Lors des funérailles des 23 militants, il y aura 10 000 personnes présentes. Il y aura des slogans anti-syriens qui seront criés ce jour-là. Une autre rivalité, c'est avec le mouvement Amal. Donc le mouvement Amal, déjà, il est pro-syrien. Et de plus, il voit que la popularité de Hezbollah commence à augmenter dans la communauté chiite. Donc il va y avoir des échanges de tirs de temps à autre, des problèmes. Et finalement, en 1988, le chef du mouvement Amal, Nabih Berri, N-A-B-I-H, Nabih Berri, B-E-2-R-Y. Nabih Berri décide d'expulser le Hezbollah du Sud-Liban. Donc il va fermer les bureaux du Hezbollah au Sud-Liban et il va les désarmer. Et il va dire que voilà, nous avons éradiqué le radicalisme islamiste au Sud-Liban. Et il les accuse en fait d'avoir kidnappé un Américain, un responsable américain. Le Hezbollah ne va pas répliquer, il va se retirer du Sud-Liban, mais 2 semaines après, des combats vont éclater à Beyrouth, dans la banlieue sud de Beyrouth. Et cette fois, le Hezbollah décide de se défendre, il décide qu'il est en légitime défense, et en 2 semaines, il prend le contrôle de la majeure partie de la banlieue sud de Beyrouth, en 2 semaines. Donc c'est une défaite, une grande défaite pour le mouvement Amal. Mais le Hezbollah, désormais, confirme son contrôle sur la banlieue sud de Beyrouth. Là, on a des photographies qui datent de cette époque-là, donc en 1988. La bataille de Beyrouth, elle a eu lieu en mai 1988. Et là, on a un combattant du Hezbollah. À l'époque, c'était à la mode d'écrire des slogans sur le mur, comme ça. Et donc, il écrit un slogan suite à la prise du contrôle de la banlieue sud de Beyrouth par le Hezbollah. Il écrit « Seule la résistance sera notre réponse et le convoi des martyrs nous mènera vers la victoire. » Donc ça, c'est des images de propagande. Donc là, c'est l'AFP c'est une photo de l'AFP. Donc c'est une manière de diffuser le message du Hezbollah. Là, on a une page de couverture du magazine Amal, qui appartient au mouvement Amal. Et là, le Hezbollah est représenté comme quelqu'un qui tient un couteau, qui poignarde dans le dos, comme des traîtres en fait. En fait, les batailles vont se poursuivre. En 1989, il va y avoir des batailles entre le Amal et le Hezbollah dans le sud-Liban. Ces batailles vont durer jusqu'à la fin de la guerre civile, c'est-à-dire jusqu'en 1990. Donc voilà, c'est une période très difficile dans la communauté chiite. L'économiste Georges Cour nous dit qu'il y a eu 2000 victimes, 500 morts rien que dans la banlieue sud de Beyrouth. Maintenant, on va parler de la fonction de secrétaire général. Jusqu'en 1989, le Hezbollah n'avait pas de secrétaire général du Hezbollah. La direction du Hezbollah était composée, c'était une direction collective, elle était composée d'un conseil décisionnel, qu'on appelle la Shura, comme ça se prononce, composée parfois de 5 personnes, parfois de 7 personnes, parfois de 10 personnes. Et c'était de cette manière-là qu'ils prenaient leurs décisions, donc de manière collective. Quand ça allait pas, qu'ils n'arrivaient pas à prendre la décision de manière unanime, eh bien, ils faisaient remonter
la question au guide suprême, c'est lui qui tranchait au final. Dès 1988, l'idée de créer le poste de secrétaire général commençait à se propager chez le Hezbollah. Pourquoi un secrétaire général? Puisque pour des questions de communication, le secrétaire général c'est le directeur du Hezbollah, le chef du Hezbollah, c'est lui qui va parler au nom du Hezbollah devant son public. Donc l'idée qu'il y ait une personne qui représente le Hezbollah commençait à être adoptée. Et donc le premier secrétaire général va être élu durant le premier congrès du Hezbollah en 1989. Alors pour l'anecdote, mais aussi pour comprendre comment des islamistes font de la politique, et quand la religion se mêle aux politiques, qu'est-ce que ça donne? Hassan Nasrallah raconte qu'en 1988, ils étaient à Téhéran, et Abbas al-Moussaoui et Subhi Toufayli. Subhi, alors ça s'écrit S-U-B-H-I, Toufayli, T-O-U-F-E-Y-L-I. C'est des personnes plus âgées que Hassan Nasrallah. Abbas al-Moussaoui, c'est le professeur de Hassan Nasrallah. Ils vont venir chez Hassan Nasrallah et ils vont lui dire, voilà, c'est vers la fin de 1988. Ils vont lui dire, voilà, on a discuté ensemble et on s'est dit que c'est toi qui devrais être secrétaire général du Hezbollah. Parce que tu sais communiquer avec le mouvement Amal, on a des problèmes avec le mouvement Amal, tu nous faciliterais la tâche beaucoup, etc. Et tu as les compétences, etc. Hassan Nasrallah refuse ce poste et dit voilà, je ne peux pas accepter d'être votre secrétaire général parce que vous êtes plus âgé que moi, parce que Abbas al-Moussaoui est mon professeur. Et en fait, Abbas al-Moussaoui et Subhi Toufayli vont insister sur le sujet. Ils vont dire non, tu dois accepter, c'est de ta responsabilité religieuse et politique d'accepter ça parce que tu as les compétences. Hassan Nasrallah dit même qu'ils se sont presque disputés. Et au final, ils vont s'en remettre à ce qu'on appelle dans l'islam l'istikhara. Alors c'est quoi l'istikhara? Si on veut traduire littéralement en français, ça donnerait le présage. Alors qu'est-ce que c'est que le présage? Dans l'islam, que ce soit dans les sunnites ou dans les chiites, quand on hésite entre faire quelque chose ou ne pas le faire, oui ou non sur quelque chose, et qu'on n'arrive pas à trancher, on peut s'en remettre au Coran. Et on va voir un clerc, et on lui dit, voilà, je vais faire une istikhara, et lui, il va ouvrir le Coran, il va s'inspirer du Coran, selon sur quel verset il va tomber, il va dire, voilà, vous faites ou vous faites. Donc ça existe dans l'islam. Et Hassan Nasrallah leur dit, voilà, on va se remettre à l'istikhara. Et il va envoyer un ami, sans lui dire de quoi il s'agit, sans lui parler du sujet, il va dire, voilà, tu peux aller le voir Mohammad Taqi Bahjat. C'est un grand clerc gnostique en Iran, qui est mort il y a quelques années, il n'y a pas longtemps. Mohammad Taqi Bahjat, un ayatollah, un grand ayatollah gnostique d'Iran. Et donc, il lui dit, tu vas aller le voir, et tu lui dis, je veux juste, Hassan Nasrallah voudrait un présage, une istikhara. C'est tout. Et en fait, il va aller le voir, et il l'appelle, il lui dit, voilà, j'ai vu Mohammad Taqi Bahjat, il a fait l'istikhara, il te dit, pas oui ou non, il te dit, n'accepte surtout pas ce qu'ils sont en train de te présenter parce qu'ils vont se retourner contre toi. L'un d'entre eux va se retourner contre toi. Je rapporte ce que rapporte Hassan Nasrallah. Donc là, Hassan Nasrallah dit c'est impossible ce qui s'est passé, c'est de l'ordre du miracle. Il m'a répondu comme s'il était parmi nous durant la réunion. Donc voilà. Et donc finalement, Hassan Nasrallah va refuser et il va y avoir une élection durant la Shura. Il y avait 10 personnes, le conseil décisionnel. Et à 3 reprises, il y aura 5 voix pour Abbas al-Moussaoui et 5 voix pour Subhi Toufayli. Et ils vont se remettre finalement au tirage au sort. Et c'est Subhi Toufayli, que vous voyez sur la photo, qui est le premier secrétaire général du Hezbollah. Alors, ça va pas durer longtemps, il va faire un mandat de 2 ans, et va lui succéder Abbas al-Moussaoui, que vous voyez maintenant sur la photo. Abbas al-Moussaoui ne va pas rester longtemps, puisqu'il va être éliminé par Israël en 1992, donc le 14 février 1992. Abbas al-Moussaoui avait un meeting dans la région sud,
Et en retournant chez lui, il était avec sa femme et son petit-fils que vous avez vu sur la photo. Israël va bombarder sa voiture et il va être éliminé, donc il va être mort sur le coup. Et donc, finalement, c'est Hassan Nasrallah qui reprend le flambeau en 1992. Et à chaque fois, on lui renouvelle son mandat jusqu'à aujourd'hui. Donc, il est le secrétaire général depuis maintenant 30 ans. Et c'est l'âge là 62 ans. Voilà, il est né en 1960. C'est ça, ouais, 1960. Donc, maintenant, deuxième partie. On a vu comment est né le Hezbollah, dans quelles circonstances il a pu se développer. Maintenant, deuxième partie, la partie qui commence en 1990. Donc, fin de la guerre civile, fin des hostilités entre musulmans et chrétiens. Le Hezbollah se réunit pour un second congrès en mai 1991. Et les dirigeants du Hezbollah vont prendre des décisions importantes et vont mettre en place leurs 5 priorités dans ce nouveau contexte de paix civile. Souhaït Toufaïli, le secrétaire général du Hezbollah, on va l'écarter. Alors c'est une volonté iranienne, c'est peut-être aussi parce qu'il est trop radical. Voici les 5 priorités du Hezbollah. Première priorité, libérer le sud Liban de l'occupation israélienne et confirmer l'inimité avec Israël. Donc toujours le combat armé contre Israël puisque le sud Liban est occupé. Alors on ne parle plus beaucoup de libération de la Palestine. Le Hezbollah soutient la libération de la Palestine, mais c'est plus lui qui doit la libérer, il soutient les Palestiniens. Son objectif direct, son objectif militaire direct est de libérer le sud Liban. Deuxième priorité, s'intégrer réellement dans la vie politique libanaise, c'est-à-dire ne pas s'isoler, rentrer dans la vie politique. Il faut savoir que le Hezbollah était très isolé dans les années 80. Il avait des relations seulement avec des mouvements islamistes sunnites, même avec ses proches chiites, comme le mouvement Amal, il était en rivalité. Donc là, l'idée, c'est de s'ouvrir aux autres acteurs politiques libanais. S'ouvrir politiquement aux acteurs politiques libanais, à la vie politique, défendre une déconfessionnalisation du système politique libanais. Ça peut paraître bizarre pour une organisation islamiste. Alors, on peut défendre l'établissement d'un État islamique tout en s'opposant au partage confessionnel du pays. Alors, pourquoi on parle d'un partage confessionnel? Parce qu'au Liban, il faut savoir que le président de la République doit être chrétien maronite. Voilà. Le Premier ministre doit être musulman sunnite. Le président du Parlement doit être chiite, musulman chiite. Voilà. Et c'est du coutume, c'est des coutumes, mais qui font plus qu'être constitutionnel. C'est impossible d'avoir un président qui n'est pas chrétien, par exemple. Ça mène vers la guerre civile. Voilà. C'est pas écrit noir sur blanc dans la Constitution, mais c'est un coutume. Donc, et le Parlement encore plus. Le Parlement, il est composé de 128 députés au Liban. C'est moitié-moitié. Donc moitié musulman, moitié chrétien. Les orthodoxes n'ont pas de place? Comment? Les orthodoxes n'ont pas de place? Si, je vais vous le dire. Donc parmi la moitié des chrétiens, c'est-à-dire la moitié de 128, 64. Donc il y a quelques sièges réservés aux orthodoxes, aux catholiques, mais une majorité réservée aux maronites, parce que ils représentent la majorité des chrétiens. Voilà. Mais ils ont des sièges. Il y a des sièges réservés aux orthodoxes. Des sièges chez les musulmans, il y a des sièges réservés aux chiites, d'autres aux sunnites, et quelques sièges réservés aux druzes. Voilà. Et dernière priorité, donc confirmer l'union de la communauté chiite. Donc le Hezbollah sort d'un combat avec le mouvement Hamas. C'est le moment de dire que c'est une page noire, sombre, qu'on tourne, et on doit progressivement rentrer dans une relation normale, ordinaire, puis une alliance, pourquoi pas, dans l'avenir. C'est ce qui va se passer. Aujourd'hui, le mouvement Hamas et le Hezbollah sont de véritables amis. Une réadaptation du discours politique. Donc, on essaye d'adopter un discours plus souple, plus audible pour les chrétiens. On ne parle plus beaucoup d'établir un État islamique. Ce discours va s'occulter. Dans les discours du Hezbollah à partir des années 90, on ne parle presque plus de ce projet.
Il y a dans un des interviews de Hassan Nasrallah en 1995, à la télévision LBC chrétienne, on lui demande « Veux-tu instaurer un État islamique ?» Il leur dit oui, mais l'État islamique, c'est pas contre les chrétiens, ça défend les valeurs religieuses, et vous savez, les chrétiens et les musulmans ont les mêmes valeurs dans la religion, etc. Et pourquoi pas, au final, faire un État islamo-chrétien? Voilà, il trouve un consensus. Mais finalement, même ce projet-là, il n'en parle même plus. Donc, une des choses qui va évoluer, c'est le discours politique de l'établissement d'un État islamique pour apaiser les inquiétudes de la communauté chrétienne. Le chercheur français Didier Leroy affirme que le Hezbollah a connu un glissement de l'islamisme vers un islamo-nationalisme. Alors, islamo-nationalisme, on pourrait plutôt dire islamo-patriotisme, parce que je trouve que c'est deux antithèses, l'islamisme et le nationalisme. Mais en tout cas, il y a une évolution dans le discours. Donc, en plus du discours religieux, il y a le discours de l'amour de la patrie, de l'attachement au territoire. Ça, on le voit beaucoup dans le discours du Hezbollah, à partir des années 90. L'expulsion des plus radicaux. Donc, Subhi Toufaili, premier secrétaire général du Hezbollah, on lui renouvelle pas son mandat en 91. Ensuite, il va être expulsé du conseil décisionnel à partir de 1993. Ensuite, il va commencer lui-même à prendre ses distances avec le Hezbollah. Il essaie de mener une révolte. Il appelle ça la révolte des affamés dans la région de la Bekaa. Il essaie de regrouper les gens autour de lui, de faire un nouveau Khomeini dans la Bekaa, et sans discuter avec le Hezbollah, alors qu'il est toujours membre du Hezbollah, même s'il n'est plus membre de la Shoura. Et pendant plusieurs mois, il va y avoir des manifestations contre l'État, contre le Premier ministre, contre le gouvernement, et le Hezbollah ne soutient pas ce mouvement-là. Et finalement, ces manifestations vont finir par un bain de sang, puisque Subhi Toufaili décide de prendre le contrôle de l'école islamique Abbas al-Moussaoui, dans la Bekaa. Et il va y avoir des échanges de tirs entre l'armée libanaise et les militants de Subhi Toufaili. Il y a un officier libanais qui va mourir et un militant de Subhi Toufaili. Là, jusqu'à aujourd'hui, Subhi Toufaili, il est hors la loi dans la zone de la Bekaa, parce qu'il a été convoqué pour être jugé, il n'est pas parti. Et donc, en 1998, le Hezbollah, suite à tous ces événements, publie un communiqué. Le 26 octobre 1998, le Hezbollah va expulser officiellement Subhi Toufaili du Hezbollah. Donc, j'ai traduit un passage du communiqué. Après plusieurs mois, il est maintenant clair pour le monde entier que l'action de Cheikh Subhi Toufaili, du coup là c'est écrit, voilà, n'est pas un mouvement portant des revendications sociales, mais plutôt une volonté de diviser notre camp, pour qu'il puisse s'imposer à nouveau. Après tout ce qu'on a enduré de sa part, le Cheikh Subhi Toufaili n'est plus l'un de nos membres. Donc voilà, aujourd'hui il fait des vidéos sur YouTube. Il fait des vidéos sur YouTube avec... alors quand on consulte, il a un discours très virulent vis-à-vis de l'Iran, il est anti-iranien, surtout vis-à-vis de l'ayatollah Khamenei, qui a succédé à Khomeini, puisqu'il considère que c'est lui en fait qui l'a déchu, voilà, qui l'a écarté du Hezbollah. L'intégration du Hezbollah dans les institutions républicaines libanaises. Les années 90, c'est aussi l'entrée du Hezbollah dans la vie politique institutionnelle. C'est-à-dire que, première chose, c'est les élections législatives en 1992. Est-ce que le Hezbollah doit participer aux élections? Oui? Non? Aux élections législatives en 1992. Alors, à première vue, pourquoi pas? Mais quand on comprend comment pense un mouvement islamiste, c'est pas évident, puisque le Hezbollah va participer aux élections dans un État laïque, non pas islamique. Il va devoir donc avoir des députés dans un parlement non islamique. Il devra voter des lois non islamiques. Donc, la question sur le plan théologique se pose. Est-ce que le Hezbollah a le droit déjà de participer aux élections sur le plan théologique, religieux? Alors, pour discuter du sujet, est-ce que le Hezbollah doit participer ou pas, ils vont organiser un conseil de 12 personnes. Alors, c'est les 10 membres du conseil décisionnel, plus 2 autres personnes. Donc, ça fait 12. 12 personnes vont discuter
de est-ce que le Hezbollah doit ou non participer. Est-ce que théologiquement c'est acceptable? Est-ce que sur le plan politique on a intérêt à participer? Donc c'est ce qui se discute durant ce conseil avant les élections. 10 personnes vont défendre l'idée que le Hezbollah doit participer aux élections, 2 autres vont s'opposer. Alors ces 2 autres, c'est Khifret Toufaili et une autre personne qui s'appelle Hussein Kourani. Hussein, H-U-2-S-E-I-N, Kourani, K-O-U-R-A-N-I. Ils vont s'opposer tout simplement déjà pour des questions théologiques, puisqu'on ne peut pas participer à des élections qui ne respectent pas la religion, on n'est pas dans un État islamique. Et de 2, ils considèrent que l'entrée du Hezbollah dans un système politique comme le système libanais qui est très corrompu va mener à la corruption du Hezbollah ou à ce que le Hezbollah protège ou en tout cas n'attaque pas les corrompus. Donc ça pose un problème aussi sous le plan religieux. Donc ils défendent cette idée-là. C'est leur argumentation. Et finalement, comme il n'y a pas d'unanimité, le sujet va être remonté à l'ayatollah Khamenei. Et l'ayatollah Khamenei leur dit qu'il n'y a aucun souci, vous pouvez participer aux élections, bien au contraire, c'est dans l'intérêt du Hezbollah et de la résistance au Liban. Hassan Nasrallah, dans l'un de ses discours, explique pourquoi le Hezbollah a participé aux élections. Donc il nous dit: le Parlement libanais est un forum qui permet de regrouper les représentants des différentes fractions de la société libanaise. Il s'agit aussi de l'institution la plus importante dans le système politique libanais, capable de prendre des décisions cruciales. Nous pouvons donc utiliser le Parlement comme une tribune pour aborder les sujets essentiels dans notre pays. Enfin, notre présence au Parlement nous permet d'avoir une légitimité représentative à l'échelle locale, mais aussi à l'échelle internationale. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est la dernière phrase. Parce qu'en fait, l'entrée du Hezbollah au Parlement libanais va lui donner une légitimité populaire. C'est-à-dire quand l'Occident va plus tard chercher à le mettre sur la liste des organisations terroristes, ils devront prendre en compte qu'il s'agit aussi d'un parti politique qui a ses députés, donc qu'il a une représentation populaire et qui a une certaine légitimité. Donc c'est aussi une manière d'imposer sa légitimité sur le plan local, mais aussi sur le plan international. Durant les années 90, le Hezbollah participe aux élections, il a 12 députés. Donc la moitié des sièges réservés aux chiites sont désormais aux mains du Hezbollah. Les autres sont du mouvement Amal. Ensuite, il va entretenir des relations de plus en plus correctes avec les responsables de l'État libanais. Donc là, vous avez le président de la République, Émile Laoud, qui était au début des années 90 le chef de l'armée. Vous avez Rafiq Hariri, voilà, on va en parler, Premier ministre durant la majorité des années 90. Et c'est un Libanais, saoudien, milliardaire. Donc au début, il avait des relations pas très bonnes avec le Hezbollah, mais progressivement, le Hezbollah a réussi à constituer de bonnes relations avec Rafiq Hariri. Donc là, c'est Hassan Nasrallah, c'est une photo qui a été prise à la fin des années 90. On fait de la politique, mais le Hezbollah ne veut pas quitter son action armée. D'ailleurs, c'est sa première priorité, la résistance armée contre Israël. Donc, l'action armée est toujours à l'ordre du jour dans les années 90. Alors, il va se passer quelque chose à la fin des années 90. Donc, il y a toujours des combats, des attaques, des opérations menées contre l'armée israélienne au sud du Liban. Et un jour, c'est le fils de Hassan Nasrallah qui va mourir au combat. Hadi Nasrallah, H-A-D-I. Donc c'est un des combattants du Hezbollah, et finalement, en fait, c'est le fils de Hassan Nasrallah. Et cet événement va augmenter la popularité de Hassan Nasrallah. La mort de son fils au champ d'honneur va montrer que ce personnage a une certaine sincérité, qu'il est vraiment un résistant face à Israël, qu'il a sacrifié son fils au combat, etc. Et lors des condoléances, le Hezbollah organise des condoléances, en fait, des personnalités libanaises vont venir présenter leurs condoléances à Hassan Nasrallah. Il y a des chrétiens, des personnalités chrétiennes, sunnites, donc des personnalités pas seulement sunnites, mais des autres communautés.
Et c'est là que vient l'idée de créer une nouvelle branche armée ouverte à tous les Libanais, et non pas seulement aux chiites. C'est la fondation de la brigade libanaise pour le combat contre l'occupation d'Israël en 1997. C'est Hassan Nasrallah qui déclare la fondation de cette branche armée. Donc, à côté de la branche traditionnelle du Hezbollah, j'ai envie de dire, donc la résistance islamique, réservée aux chiites khoménistes, on a une nouvelle branche qui est la brigade libanaise, qui est ouverte à tous les Libanais, druzes, sunnites, chrétiens, qui sont intéressés par le combat armé pour libérer le sud Liban. Alors, dans cette branche armée, là, on a des photographies d'un camp d'entraînement. On peut observer qu'il n'y a pas de slogan religieux, par exemple. Les combattants sont habillés d'un uniforme vert aux couleurs du cèdre. Leur drapeau, ils ont leur propre drapeau, c'est un drapeau bleu clair avec le cèdre du Liban. Et vous voyez le drapeau libanais. Voilà. Et donc, pas de slogan religieux, pas d'idéologisation, voilà, juste l'amour de la patrie, le combat armé contre Israël. Donc ça, c'est une démarche importante qui montre la libanisation du Hezbollah. En l'an 2000, donc le 25 mai 2000, Israël décide de se retirer du Sud-Liban. Donc libération du Sud-Liban le 25 mai 2000. Lors d'un meeting, le 26 mai, donc le lendemain, Hassan Nasrallah offre la libération du Sud-Liban à tous les Libanais. C'est une communication qui cherche à attirer l'adhésion de tous les Libanais. Donc là, on a des photographies des habitants du Sud-Liban qui arrivent dans les territoires libérés progressivement. Donc, le drapeau du Hezbollah, les chars. Mais il reste une question, celle des prisonniers libanais présents en Israël. Donc là, Hassan Nasrallah, lors de ce meeting, le 26 mai, dans un village du Sud-Liban, déclare que aujourd'hui, l'objectif du Hezbollah, après la libération du Sud-Liban, c'est la libération des prisonniers libanais. Voici une partie de son discours que j'ai traduit. « Chers prisonniers et otages, soyez sereins. Pour nous, votre libération est aussi importante que la libération de notre territoire. Cette libération viendra vers vous grâce aux efforts de vos enfants et de vos bien-aimés, les cavaliers de la résistance islamique au Liban. » Donc là, il donne une promesse aux prisonniers libanais présents dans les prisons israéliennes de les libérer. Donc c'est l'objectif, le deuxième objectif après la libération du territoire. Et effectivement, il va tenir sa promesse puisque quelques mois après, le 7 octobre 2000, le Hezbollah va capturer 3 soldats israéliens dans la zone frontalière entre Israël et le Liban, dans la zone qu'on appelle les hameaux de Sheba. Alors, je vais dire 2 mots sur les hameaux de Sheba parce que quand vous suivrez l'actualité, s'il y a quelque chose par la suite qui se passe, vous vous rappellerez des hameaux de Sheba. C'est quoi? Les hameaux de Sheba, en fait, après le retrait israélien du Sud-Liban, il reste un petit territoire entre la Syrie, Israël et le Liban. Alors, le Liban dit que c'est un territoire libanais, donc c'est un territoire libanais occupé. Israël dit que c'est un territoire syrien qu'elle a occupé en 1967, et la Syrie ne se prononce pas officiellement sur le sujet. Donc c'est un endroit où on peut mener des... Voilà. Donc le Hezbollah décide de capturer 3 soldats là-bas, et après de longues négociations, et le médiateur c'était l'Allemagne, des négociations entre le Hezbollah et les autorités israéliennes, le Hezbollah a réussi à libérer la majeure partie des prisonniers libanais. Donc là, on a des photographies d'archives qui nous montrent l'accueil des prisonniers libanais. Donc ils viennent grâce à un avion allemand. Là, on a ici Rafika Hariri, qui est présent lors de l'accueil des prisonniers. On a aussi Nabil Berri, président du Parlement. Vous voyez, les personnalités officielles. Il y avait, là, on ne le voit pas dans la photo, mais il y a aussi le président de la République, à côté de Hassan Nasrallah. Donc, à ce moment-là, on peut dire en fait que la légitimité du Hezbollah au Liban est à son apogée.
l'État libanais sponsorise totalement l'action du Hezbollah à ce moment-là. Alors, dernière partie de cette conférence, c'est à partir de 2005. Les choses vont devenir de plus en plus difficiles pour le Hezbollah à partir de 2005. Alors, 2003, il y a des événements importants à partir de 2003, c'est l'invasion américaine de l'Irak, il y a une déstabilisation de la région du Moyen-Orient. Il y a aussi une résolution de l'ONU en 2004, c'est une résolution qui est adoptée par les Français et les Américains, qui a été rédigée par les Français et les Américains, et qui demande le désarmement des missiles libanaises et étrangères. C'est la résolution 1559. Elle demande le retrait syrien du Liban et le désarmement des milices. Alors, elle ne dit pas le Hezbollah, elle dit les milices. Et le Hezbollah, pour esquiver la résolution, considère qu'il n'est pas une milice, en fait. Il considère comme il est une résistance nationale. Donc, à partir de 2004, et surtout à partir de 2005, la situation au Liban va dégénérer. Et des questions vont se poser par rapport au Hezbollah. Est-ce que le Hezbollah est un parti libanais, totalement libanais, n'est-il pas iranien? Quel est le niveau de sa loyauté vis-à-vis de l'État libanais, vis-à-vis des Libanais? Est-il complètement ainsi? Les dirigeants du Hezbollah, les militants du Hezbollah sont-ils complètement des citoyens libanais? Il y a des inquiétudes aussi dans les autres communautés chrétiennes, sunnites. On a une branche armée qui est très puissante. Et donc ça inquiète les autres communautés, ils sont en position de faiblesse vis-à-vis de la communauté chiite. Donc, un nombre important de questions qui vont se poser dès 2005. Alors, qu'est-ce qui se passe? En 2005, eh bien, il y a un choc important au Liban, c'est l'assassinat de Rafik Hariri. Donc, en février 2005, Hariri meurt lors d'une explosion dans la capitale libanaise. Et cet événement est un véritable tremblement de terre au Liban, sur la scène politique. Elle va avoir des conséquences. Déjà, il y avait la résolution 1559. Après la mort de Rafik Hariri, les pressions internationales vont s'amplifier sur la Syrie pour qu'elle se retire du Liban. Donc, conséquence directe, retrait syrien du Liban. Donc là, vous voyez une photo de l'armée syrienne. Deuxième conséquence, c'est qu'il va y avoir un clivage politique et confessionnel au Liban, après la mort de Rafik Hariri. Hassan Nasrallah, après le retrait syrien, décide d'organiser avec ses alliés une grande manifestation à Beyrouth pour remercier la Syrie et pour aussi représenter l'influence syrienne au Liban. Okay. Désormais, le Hezbollah représente l'influence syrienne au Liban. Vous savez comment a évolué la relation entre le Hezbollah et la Syrie? C'est une véritable alliance qui s'est constituée à la fin des années 90. Le Hezbollah considère que la Syrie a apporté beaucoup au Liban, et là, en regroupant ses sympathisants plus les sympathisants des autres partis, alors c'est des partis pan-arabes, pro-syriens, et il y a le mouvement Amal aussi, donc il montre l'influence syrienne au Liban. Elle a eu lieu le 8 mars 2005. C'est important, parce que le 8 mars 2005, ça va être le nouveau nom de ce mouvement politique pro-syrien. Donc les forces du 8 mars, on appellera ça les forces du 8 mars. Ensuite, pour répondre à cette manifestation, les anti-syriens, qui sont plutôt pro-américains aussi et pro-saoudiens, vont répliquer et vont organiser une grande manifestation anti-syrienne. Et donc, ça va être les forces du 14 mars, puisque la manifestation a eu lieu le 14 mars. 8 mars, force du 8 mars, force du 14 mars à retenir. Alors, alors, il y a eu le tribunal international. Alors, les soupçons sont sur la Syrie, le régime syrien, mais il y a un accusé finalement, un accusé qui serait membre du Hezbollah, qui aurait été accusé d'avoir participé à l'explosion de la voiture. Voilà. Donc, et après, si vous cherchez, vous verrez qu'il y a beaucoup d'hypothèses sur ce sujet. Donc, à partir de ce moment-là, il y a un clivage, une divergence au Liban, dans le cercle politique. Et
face à ça, le président du Parlement va organiser une table ronde pour discuter de toutes les questions qui opposent les Libanais, et aussi sur l'armement du Hezbollah. Alors le Hezbollah accepte de discuter de ces armes, mais sous un thème plus large. Comment il appelle ça? Il appelle ça la stratégie de défense nationale. Donc on ne discute pas de mon armement, on discute de la stratégie de défense nationale. Et mon armement doit être discuté, et à partir de cela, donc quelle est la place de cet armement dans une stratégie globale de défense du Liban. Donc ça c'est une astuce pour esquiver en fait le fait que le Hezbollah est armé alors que les autres ne le sont pas, et que voilà, c'est illégal sur le plan de la loi. Ça pose un problème de souveraineté aussi. Mais voilà, il y a eu cette table ronde. Hassan Nasrallah, c'est l'occasion pour lui de rencontrer des personnalités importantes. Là, on a la photo de Hassan Nasrallah. Au milieu, c'est Nabil Berri, c'est le président du Parlement. Et là, le jeune homme que vous voyez, c'est le fils de Rafik Hariri. Donc c'est Saad Hariri. Saad Hariri, qui est le leader des sunnites. La table ronde. Et le plus important, c'est, là vous voyez Hassan Nasrallah au milieu, et là vous voyez Samir Jarjar. G-E-A-G-E-A. Samir Jarjar, c'est le chef des forces libanaises. Alors très hostile au Hezbollah. Durant la guerre civile, ils ont collaboré avec Israël. Donc c'est un parti qui a été interdit dans les années 90 par la Syrie. Après le retrait syrien, Samir Jarjar est sorti de prison, parce qu'il était en prison. Et donc il n'y avait pas de relation entre le Hezbollah et les forces libanaises. Et c'est la première fois que le Hezbollah casse ce tabou et échange directement avec le leader des forces libanaises, Chrétien Maroun. Là, c'est Walid Jumblat, donc le leader des Druzes. Voilà. Donc, plusieurs séances, dont l'une où on va discuter vraiment de l'armement du Hezbollah, et Hassan Nasrallah va défendre l'armement du Hezbollah. Et il va argumenter à travers un récit où il raconte que Israël a toujours été par nature agressif vis-à-vis du Liban, et que le seul moyen de défendre le territoire libanais et les ressources libanaises, c'est une armée populaire, puisque l'armée régulière n'a pas les moyens de faire face à l'armée israélienne, à l'armée de Tzahal, et que les Américains n'accepteront jamais d'armer l'armée, de donner vraiment les équipements nécessaires pour faire face à une attaque israélienne, puisqu'ils veulent garder la supériorité de l'armée israélienne. Donc la seule solution pour le Liban, c'est l'armement du Hezbollah, l'armement de la résistance islamique. Donc une armée populaire, une résistance. Voilà, il va défendre son armement de cette manière-là. Donc finalement, pas de solution. La table ronde n'aboutit pas à de véritables solutions. Et donc en été 2006, c'est le début de la guerre entre Israël et le Liban et le Hezbollah. C'est un conflit qui va durer 33 jours. Donc un conflit avec des destructions extraordinaires qui nous rappellent un peu les images de la Seconde Guerre mondiale. Le Monde diplomatique publie dans un article, il raconte qu'à l'été 2006, prenant prétexte d'un incident frontalier provoqué par le Hezbollah, Israël déclenche une guerre totale à l'encontre du Liban. Mais l'offensive terrestre lancée par Tel Aviv échoue à réduire le parti chiite. Donc là, on a des images de ce qui s'est passé. Donc ça, c'est la banlieue sud de Beyrouth. Et Hassan Nasrallah, à la fin de la guerre, puisqu'il considère qu'il a réussi à tenir tête à Israël, puisque l'objectif d'Israël était de désarmer le Hezbollah. Le Hezbollah a tenu tête pendant 33 jours. Et bon, malgré les destructions, le Hezbollah considère qu'il a pu résister, donc qu'il est victorieux, et crie victoire. Et là, vous voyez, en fait, donc il a rassemblé tous ses sympathisants quelques semaines après la fin de la guerre. Et vous voyez Hassan Nasrallah. Et derrière, ici, il y a écrit en toutes les langues, victoire divine. Donc en anglais, en français, en victoire divine, on considère que voilà, c'est une providence divine, un soutien divin qui a permis au Hezbollah de résister pendant 33 jours à l'armée israélienne.
Alors, j'ai oublié de dire que, en fait, la guerre a commencé parce que le Hezbollah a kidnappé ou enlevé plusieurs soldats israéliens. Pourquoi il a enlevé plusieurs soldats israéliens? Parce qu'il restait un prisonnier libanais qui s'appelle Samir Kuntar. C'est un druze. Et il est resté en prison. Israël n'a pas voulu le libérer en 2004. Et le Hezbollah lui avait promis de le libérer. Et donc, il a décidé de faire une nouvelle opération d'enlèvement pour échanger. Et finalement, c'est transformé en véritable guerre. Et finalement, Samir Kuntar va être libéré. Il va être libéré en 2008. Et il va mourir dans la guerre syrienne. Voilà. Alors, je ne vais pas vous montrer toutes les photos. Alors, printemps arabe 2010, révolution en Tunisie, en Égypte, il y a des manifestations au Yémen, au Bahreïn, en Jordanie aussi. Et en Syrie, ça va être particulier. En Syrie, ça va dégénérer en véritable guerre civile. Dès 2011, dès le 15 mars 2011, il y a des manifestations populaires contre le régime en place et des échanges de tirs, de la violence, des confrontations, une guerre civile. Rapidement, en un an, on rentre dans une guerre civile. Le Hezbollah a intérêt à garder le régime syrien, parce que le régime syrien lui permet de transférer les armes depuis l'Iran. Donc c'est vital pour lui. Et donc c'est un allié politique essentiel pour le Hezbollah. Donc au début, il essaie de jouer le médiateur, le rôle du médiateur, donc entre l'opposition syrienne et le régime syrien, mais voyant que ça marche pas, et voyant qu'en 2013, la capitale Damas est encerclée par les combattants syriens, alors plusieurs fractions, il y a Daesh, il y a l'armée syrienne libre, il y a voilà. Mais finalement, la capitale syrienne, elle est encerclée, et que Bachar el-Assad est finalement à deux doigts de tomber, quoi. Donc il décide d'intervenir militairement. Et c'est la première fois que le Hezbollah intervient en dehors du territoire libanais. Donc c'est la régionalisation du rôle du Hezbollah. Et c'est une nouvelle étape dans la vie du Hezbollah. Et ça va amplifier les questions sur le rôle réel du Hezbollah. Est-ce que son rôle, c'est vraiment un rôle patriote national? Ou est-ce qu'il est seulement un agent qui intervient sur le plan régional, un agent aérien? Alors, le Hezbollah va défendre son intervention en Syrie en considérant qu'en intervenant en Syrie, 1, il défend les intérêts de la résistance libanaise, 2, comme vous voyez sur la photo ici, le Hezbollah va participer à la libération des villages chrétiens en Syrie. Et il va se mettre en scène dans ses photos en saluant des statues de la Vierge Marie ou le portrait de Jésus. Et en se démarquant, en fait, puisque face à des images où il y a des statues de Jésus qui sont cassées quand les islamistes, parce que c'est des islamistes aussi qui combattent de l'autre côté, salafistes, souvent, ou sunnites, on a des images où il y a des statues qui sont cassées, des portraits déchirés, et bien là, il se montre, il montre qu'il défend l'intérêt de ces minorités chrétiennes en Syrie, qu'il défend un islamisme tolérant, qu'il appartient à un islamisme ouvert et humaniste. C'est ce qu'il essaye de montrer. Et dans ces photos-là, donc là, il a libéré un territoire entre la frontière syrienne et libanaise. Et là, donc, il se met en scène comme le défenseur de la patrie avec le drapeau du Hezbollah. Ces images ont fait le tour des réseaux sociaux, ils ont été publiés dans les médias libanais. Donc c'est vraiment un message politique que le Hezbollah cherche à donner. En haut, vous avez des photos qui montrent les armements lourds du Hezbollah. Donc c'est aussi l'occasion pour le Hezbollah de montrer ses capacités militaires, de faire une démonstration de force.
c'est aussi un message apporté à Israël. Finalement, le Hezbollah va aussi intervenir en Irak, puisque Daesh va déclarer son califat en 2014 et que Bagdad, la capitale irakienne, est en danger. Donc les Iraniens vont demander au Hezbollah d'intervenir en Irak. Il va envoyer des experts militaires, enfin, des personnes pour entraîner les Irakiens, mettre en place des plans d'opération. Alors, un autre événement important, c'est les élections de 2018. Pour faire face aux opposants, le Hezbollah choisit de créer une alliance politique la plus large possible. Et dès 2006, il va réussir à s'allier avec Michel Aoun, aujourd'hui président de la République. Michel Aoun, à l'époque, même aujourd'hui, il est à la tête du plus grand mouvement politique chrétien maronite au Liban. Et dès février 2006, donc avant même la guerre, le Hezbollah signe un document d'entente avec le premier, si vous voulez, parti chrétien au Liban. Okay, le parti s'appelle le Courant Patriotique Liban, le Courant Patriotique de Michel Aoun, qui représente une majorité de chrétiens maronites. Et il va réussir le Hezbollah va le soutenir pour qu'il puisse devenir président de la République. En 2016, Michel Aoun est président de la République. Élections législatives en 2018, le Hezbollah va participer aux élections, bien sûr, avec une coalition composée du mouvement Amal, de Michel Aoun et de petits partis sunnites panarabes. Et ils vont réussir à avoir une majorité au Parlement. Ce tableau nous montre le nombre de votes préférentiels obtenus par le Hezbollah en 2018. C'est un tableau que j'ai moi-même fait dans ma thèse. Et en fait, au Liban, avec la nouvelle loi électorale, on vote 2 fois. Enfin, dans un même papier, on choisit le parti politique, enfin, la liste électorale, on choisit une liste, et parmi la liste, on choisit une personne. Et cette personne, c'est le vote préférentiel. Ensuite, à la fin, ça permet de connaître quel parti est le plus puissant au Liban. Et on voit ici dans ce tableau que le Hezbollah a pu collecter 343 220 votes préférentiels. Donc, par rapport aux autres, il est le premier par rapport aux autres partis. En deuxième position, vous avez le Courant Patriotique Libre de Michel Aoun. Donc, Euronews publie alors en 2018, le 7 mai 2018, large victoire du Hezbollah au Liban. Article paru sur le site internet de la chaîne télévision pan-européenne d'information Euronews. Donc c'est une victoire, il a eu 73 députés en tout. Mais la victoire ne va pas être longue, puisque à partir de 2019, les choses vont se tendre au Liban. La crise va devenir de plus en plus. Parce que là, ça n'arrive pas beaucoup. J'ai pas les chiffres en tête. Je vais pas le dire n'importe quoi. Mais de toute façon, il y a alors la population au Liban, c'est entre 4 et 4,5 millions d'habitants. Et récemment, ils ont autorisé les Libanais expatriés à voter. Donc depuis 2018. Du coup, j'ai pas dû. Donc on va faire le point maintenant sur la situation actuelle au Liban. J'espère que ça va marcher. À partir de 2019, octobre 2019, la crise va s'amplifier au Liban. L'État, le gouvernement, a une mauvaise idée, celle de mettre une taxe sur les appels WhatsApp. WhatsApp, ouais.
Et donc, parce qu'au Liban, ça coûte cher d'appeler au téléphone, les gens, ils contournent les appels téléphoniques pour bien avec ça. Donc, le ministère de la Communication, de la Télécommunication, a pour idée de mettre une taxe mensuelle sur ces appels. Et là, ça va être la goutte d'eau qui va tout faire exploser. Les gens vont descendre dans la rue, ils vont manifester, de toutes communautés confondues. Hein. WhatsApp, ça a fait une communion. Voilà. Et donc, de grandes manifestations vont s'organiser dans tout le Liban et surtout au centre de la capitale pour demander, la chute du gouvernement, d'écarter toute la classe politique corrompue du Liban. Ça va être de grandes manifestations. Même les chiites vont y participer. Mais le Hezbollah ne va pas voir ça d'un même œil, on va dire. Quelques semaines après ces manifestations, il y a un effondrement économique important. La devise libanaise a perdu beaucoup de sa valeur. Aujourd'hui, avant, elle était $1 ou €1 font 1500 livres libanaises. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, elle fait 40 000. Voilà, c'est un effondrement pour vous montrer l'effondrement économique. Donc là, on a les manifestations qui vont finir par s'essouffler, mais au début, Hassan Nasrallah, il craint que le pays entre dans une guerre civile. En fait, déjà, il veut conserver ses positions politiques. Il sait qu'il sort victorieux de cette bataille politique et donc des élections législatives de 2018. Et il sait que ces manifestations vont mener à des pertes politiques de toute manière. Donc, il est réticent. Et surtout, il craint que, comme en Syrie, ça a commencé avec des manifestations, ça s'est terminé par des guerres civiles, et bien que le Liban entre dans une guerre civile. Donc, il va faire des discours, il va dire aux Libanais, il faut se calmer, il faut trouver une solution, pas de manifestation comme ça, le pays est fragile, on est un système communautaire, confessionnel, etc. On ne veut pas entrer dans une nouvelle guerre civile. Et il adopte des théories complotistes comme quoi les États-Unis veulent que le Liban entre dans une guerre civile, que l'Arabie Saoudite veut que le Liban entre dans une guerre civile, pour que la résistance au Liban, soit engloutie dans une guerre interne. Un autre événement dramatique qui va avoir lieu, c'est un an après, à peu près, le 4 août 2020, c'est l'explosion du port de Beyrouth. Là aussi, événement dramatique, les médias occidentaux vont relier l'information. Monsieur Macron, le président de la République, va visiter à deux reprises le Liban. L'événement est vraiment suivi comme traumatisant au Liban. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que dès le début, il y a les opposants du Hezbollah qui vont défendre l'idée que le Hezbollah a stocké des missiles à l'intérieur du port et que Israël a bombardé ce stock de missiles, ce qui a fait cette explosion. Alors, il n'y a aucune preuve sur cela. Israël réfute avoir bombardé le port de Beyrouth. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y avait 2700 tonnes de nitrate d'ammonium, voilà, stockées dans le port depuis 2013. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un problème de négligence et un problème de corruption depuis plusieurs années qui ont fait exploser tout ça. Après, s'il y a eu un complot ou quelque chose de caché, on ne sait pas. De toute façon, le Hezbollah dit qu'il n'a aucun contrôle sur le port de Beyrouth, de toute façon, puisqu'il est dans les régions chrétiennes. Donc voilà. Finalement, le gouvernement va tomber suite à ce qui s'est passé, à cette explosion. Monsieur Macron ne va pas vraiment réussir à faire quelque chose, parce que la situation est beaucoup plus difficile qu'il ne le pensait, puisqu'il a parlé d'un pacte social, d'un pacte politique, mais voyant le clivage confessionnel au Liban, un pays laïque où on mettrait un président non chrétien, déjà les chrétiens ne sont pas d'accord, donc voilà. Une image de l'explosion. Ouais, c'est un peu comme une explosion nucléaire, hein, ça y ressemble beaucoup. La crise politique va s'amplifier encore plus. Donc de 2019, 2020, les attaques contre le Hezbollah. Vous savez que en fait, ce qui s'est passé, c'est que puisque le Hezbollah s'est opposé aux manifestations d'octobre 2019, il y a eu un courant politique qui s'est créé à partir de ces manifestations qui est opposé au Hezbollah. On considère que le Hezbollah est corrompu, en tout cas qu'il protège la corruption au Liban. Okay.
Donc, il va y avoir aussi un clivage communautaire. Un clivage communautaire parce que les premiers à sortir des manifestations, c'est les chiites. Puisque Hassan Nasrallah a demandé à ses sympathisants de se retirer des manifestations parce que ça pouvait mener au chaos. Donc, la crise va s'amplifier jusqu'au jour où, eh bien, l'année dernière, en octobre, des échanges de tirs ont eu lieu, même des débats, presque une bataille, hein, j'ai envie de dire. Dans la banlieue sud de Beyrouth, il y a un quartier chrétien maronite. Et il y a eu une bataille armée entre des chiites et des chrétiens l'année dernière. Alors, ce qui s'était passé ce jour-là, c'est que les chiites voulaient manifester contre un juge sur la question du port de Beyrouth. Okay. Et ils considéraient que voilà, c'était un juge corrompu, etc., pro-américain, pro-saoudien. Et donc ils voulaient manifester contre ce juge. Les forces libanaises de Samer Jarjar soutiennent ce juge. Et donc en partant vers la manifestation, les chiites, les manifestants chiites, se sont accrochés avec des habitants du quartier chrétien, parce qu'ils ont dû passer à côté de ce quartier chrétien. Et tout de suite, il y a eu des tirs de snipers. Et donc, les chiites ont pris les armes, ont commencé à tirer, et les snipers, ils ont commencé à tirer du côté chrétien. Et il y a eu 7 morts du côté chiite. À ce moment-là, le pays était vraiment au bord de la guerre civile. Chiite contre chrétien. Vraiment. Était au bord de la guerre civile. Hassan Nasrallah a prononcé un discours où il a attaqué de manière virulente les forces libanaises, considérant comme des agents israéliens, etc., etc. Mais il a surtout demandé à ses sympathisants de ne pas rentrer dans leur jeu, parce qu'ils voulaient vraiment la guerre civile et que c'est pas dans l'intérêt ni du Liban ni de la résistance. Et donc progressivement les choses se sont apaisées, se sont calmées, mais on était vraiment au bord de la crise. Finalement, tout ça va mener aux élections de 2022. Mai 2022, élections législatives au Liban. Donc, l'objectif, c'est de battre le Hezbollah et ses alliés. L'objectif des opposants, bien sûr. Mais l'objectif ne va pas être atteint. Enfin, pas atteint complètement, puisque certes, le Hezbollah va perdre la majorité absolue, mais il garde une majorité relative, comme ce qui s'est passé avec nous ici en France. Donc, le Hezbollah et ses alliés ont gardé une majorité relative, donc de 60 députés. Nouveauté au Parlement, un bloc de 12 députés issus de la société civile qui représente les manifestations d'octobre 2010, donc qui s'opposent à la classe politique, qui s'opposent à la corruption. Donc un bloc de 12 députés. Alors ils ne sont pas tous contre le Hezbollah, une majorité oui, mais il y a quelques-uns qui pourraient basculer du côté du combat armé, surtout sur l'enjeu de la résistance et du combat armé contre Israël, l'armement du Hezbollah, que ça se joue. Donc il y a quelques personnes de la société civile qui sont plutôt pan-arabes et donc qui sont pour le combat contre Israël. Donc ces 12 députés ne sont pas tous anti-Hezbollah, mais à majorité en tout cas. Et les opposants à Hezbollah, donc je compte les forces libanaises, le courant de Saad Hariri, le courant du futur, donc les sunnites, Walid Jumblat, donc ils ont pris en tout une quarantaine de députés, 45 députés. Voilà, donc c'est pas une défaite complète pour le Hezbollah, mais c'est pas une victoire non plus. Finalement, ce qu'on peut dire pour terminer, c'est que le Hezbollah est né dans un contexte géopolitique très turbulent, en fait sa naissance c'est la convergence des intérêts syriens et des intérêts iraniens suite à l'invasion d'Israël qui a permis la naissance de ce parti. Mais ce parti a su évoluer, a su faire preuve de pragmatisme et a su à chaque moment faire évoluer son discours et aussi sa manière d'agir pour pouvoir survivre et surtout pour pouvoir constituer un réseau d'alliances sur le plan local, mais aussi sur le plan régional, qui lui permet de préserver sa présence et son armement au Liban. Un armement qui, logiquement,
en temps ordinaire, j'ai envie de dire, n'est pas légal. Mais il réussit à construire une légitimité, une légalité, grâce à ce jeu d'alliance sur le plan national et sur le plan international. Pour finir, je vous donne quelques conseils de lecture, si vous voulez. Donc, Didier Leroy, Leroy, donc il a un ouvrage intéressant qui n'est pas très long, 150 pages à peu près, un peu moins. Ça s'appelle le Hezbollah de la révolution iranienne à la révolution syrienne. Le Hezbollah de la révolution iranienne à la révolution syrienne. Et un autre ouvrage plus complet, et très intéressant d'ailleurs, c'est celui de Aurélie Daher. Aurélie Daher. Alors Daher, ça s'écrit D-A-H-E-R. Ça s'appelle Hezbollah, pouvoir et mobilisation. Pouvoir et mobilisation. Alors j'ai voulu laisser quelques minutes pour des questions, un échange. Si vous avez des questions. Oui. Juste rapidement, avant les années 80, quelle était la situation du Liban? Il y avait une guerre avec Israël. Alors, avant les années 80, Israël a envahi le sud-Liban depuis 1978 et le Liban est en guerre civile depuis 1975. Voilà. Et jusqu'à 1975, la situation du Liban était calme. Elle était relativement calme, sauf depuis l'arrivée de l'OLP en 1967. Là, ça a commencé à dégénérer. D'autres questions? Oui? Le Hezbollah, c'est donc les seuls gens qui ont des armes, parce que vous dites que des... Alors, officiellement, c'est les seuls à avoir des armes. Mais officieusement, la réalité, tout le monde est armé. Tout le monde. Tous les partis, tous les mouvements politiques sont armés. Mais ils ne le montrent pas. Mais on le voit dès qu'il y a un combat, dès qu'il y a un échange de tirs, dès que... En 2008, il y a eu une guerre, un combat interne. Et le Hezbollah a utilisé ses armes, et Walid Jumblat aussi a utilisé des canons, a utilisé des missiles, des roquettes, etc. Oui. Comment? Qui arme le Hezbollah? C'est tout simplement l'Iran. Et l'Iran arme le Hezbollah, finance le Hezbollah. Et c'est officiel. Hassan Nasrallah le dit. Comment? Quelle hauteur? Alors ça c'est un secret, ils ne disent jamais. Mais c'est des millions chaque année, c'est un budget en fait. C'est un budget donné chaque année parce que le Hezbollah il a des associations, il y a beaucoup de choses à dire là en 2 heures. Il y a des associations, il a des fondations. C'est comme ça qu'il a réussi à attirer la communauté chiite. C'est-à-dire il a des écoles, il a une université maintenant, il a un grand hôpital, il a des cliniques. Un peu comme les frères musulmans, un réseau social. Oui. L'intérêt de l'Iran a intérêt de toute façon parce que c'est comme tout pays qui a un projet d'exporter sa révolution comme l'Iran, c'est augmenter son influence dans la région et c'est une branche armée qui est aux frontières d'Israël, l'ennemi juré de l'Iran. Oui. Israël a-t-il encore des vues territoriales sur le site? Comment? Israël oui. a toujours des vues territoriales sur le site? Alors des vues, mais peut-être pas, mais c'est surtout des ressources. Il y a de l'eau au sud Liban. Donc là, il y a eu un problème sur l'eau en 2003. Et le Hezbollah a réussi à imposer le fait que, en fait, le Liban voulait tirer son eau d'une source, la source Litani en 2003. Israël a menacé de bombarder l'infrastructure. Une pompe, en fait, c'est une pompe d'eau. Hassan Nasrallah a dit, si vous frappez la pompe, on va frapper Israël. Et finalement, Israël n'a pas attaqué, et l'infrastructure a été construite sous l'égide du président de la République. Donc il y a ce problème de ressources d'eau, et maintenant c'est le gaz. La délimitation du ZEE en offshore. Oui? Oui? Quelles sont les perspectives? Comment vous voyez? Alors, je suis pas Nostradamus, mais moi je dirais qu'au final il y aura une guerre, une grande guerre. C'est l'avis de Didier Leroy, c'est un historien, j'ai oublié son nom, j'ai lu son livre, le bouquin, qui parlait de ça. Ça va finir par
mener à une guerre existentielle. Ça, c'est mon point de vue. Hein. Ça, c'est pas. Voilà. Non, existentielle entre Israël et les alliés de l'Iran dans la région. C'est-à-dire la Syrie. Voilà, parce que là, au Golan, le Hezbollah est présent. Il est présent au sud du Liban, il est présent au Golan. Les gardiens de la révolution sont maintenant présents en Syrie. Donc Israël, elle est encerclée d'une manière ou d'une autre. Mais là, c'est moyen de se défendre jusqu'à présent. Oui. Excusez-moi. Le Hezbollah avec la Russie. Le Hezbollah est un grand ami de la Russie, surtout après l'intervention de la Russie en Syrie. Une relation d'amitié et d'échange s'est construite entre Vladimir Poutine, Sergei Lavrov, excusez-moi, et les dirigeants du Hezbollah, parce qu'ils ont travaillé ensemble en Syrie pour combattre les opposants à Bachar el-Assad et à Daesh. D'ailleurs, il a reçu une délégation, la Russie a reçu une délégation l'année dernière du Hezbollah. Officiellement. Ça a été suivi par les médias. Oui. Le Hezbollah est considéré comme terroriste par certaines organisations. Alors, le Hezbollah est considéré par Israël comme une organisation terroriste, par les États-Unis comme une organisation terroriste. Depuis son intervention en Syrie, il est considéré par les pays du Golfe comme une organisation terroriste. L'Union européenne, alors, c'est plus délicat. Depuis son intervention en Syrie, elle a mis la branche armée du Hezbollah comme organisation terroriste. Elle a gardé l'organe politique pour pouvoir échanger avec lui. La France ne considère pas le Hezbollah comme une organisation terroriste. L'Allemagne, récemment, l'année dernière, l'a mis sur la liste des organisations terroristes. Et la Grande-Bretagne. Voilà. Oui, d'année en année, voilà, ils sont mis sur les listes. D'autres questions? En dehors de ça, ils font des attentats à l'extérieur ou plus du tout? Il y a des soupçons dans les années 90, dans les années 80 que ces attentats c'était le Hezbollah, mais bon, il n'y a pas de preuves concrètes. Mais non, en temps normal, il ne fait pas d'attentat. Son projet, c'est Israël, il attaque Israël. Bon, là, il est intervenu en Syrie, mais son projet principal, c'est le combat contre Israël et la défense du Liban. C'est ce qu'il dit en tout cas. Et c'est pas quand même l'établissement d'une république islamique. Ça a été mis de côté. Alors, sur le plan idéologique, sur le plan de la théorie, ils se disent, voilà, ça c'est le projet que nous, on croit en ça. C'est l'État, c'est la République, idéale. Mais on fait, comme c'est impossible au Liban, on n'est pas obligé de le faire, on n'a pas le devoir religieux de le faire parce que ça va mener vers la guerre civile. Donc, on le met de côté pour l'instant. Si un jour, tous les Libanais, une majorité des Libanais veulent une république islamique, bah, allons-y. C'est le discours maintenant qui est adopté par le Hezbollah. Mais on n'en parle plus, c'est rare. Dans les mosquées. Et le lien avec les Palestiniens et comment le Hezbollah a armé le Hamas, a participé à l'armement du Hamas, qui est aussi une armée, une milice qui combat Israël. Le djihad islamique palestinien. Donc ils ont des relations très correctes. Le Hamas, à un moment donné, s'est retourné contre le régime syrien, puisqu'il fait partie des frères musulmans. Il s'est retourné en 2013, suite à ce qui s'est passé en Syrie. Et là, hier, je regardais dans les informations, 10 ans après, les relations entre le régime syrien et le Hamas sont revenues à la norme. Une délégation du Hamas est partie voir Bachar el-Assad. Mais voilà, il y a une coopération totale entre le Hamas, le djihad islamique, le Hezbollah, l'Iran, la Syrie, c'est ce qu'on appelle l'axe de la résistance. Enfin, c'est ce qu'eux, ils appellent l'axe de la résistance. Oui. Est-ce qu'on peut avoir une idée de la proportion de musulmans et de chrétiens au Liban? Alors, j'ai mis une carte. Ils ont mis 64%. Alors, en vrai, aujourd'hui, ça serait plutôt 69-70% de musulmans. Moitié-moitié entre chrétiens et sunnites, entre sunnites et chiites. Il y a 30% de chrétiens au Liban, en tout. À peu près. Hein, il n'y a pas d'estimation officielle. D'autres questions? Je vous remercie beaucoup pour votre attention.